Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. La sortie virulente d'Abdoul Mbaye sur le référendum du 20 mars prochain. L'ancien Premier ministre de Macky Sall souhaite son annulation et regrette les milliards qui vont être dépensés pour l'organisation. Le porte-parole adjoint de l'APR réplique « Il aurait été plus élégant qu'il en parle directement à son ancien patron ». Le front du non se fait entendre de plus en plus. Nyani Bagna voit le jour. Malik Gakou et Idrissa Seck veulent œuvrer pour un triomphe massif du non au soir du 20 mars. La colère des travailleurs du Théâtre National. Daniel Sorano, il dénonce le non-versement de leurs cotisations à l'IPRES. Ces travailleurs interpellent le chef de l'État. La télévision peut nuire à l'épanouissement de l'enfant. L'alerte est du pédopsychiatre Lamine Fall. Le docteur averti sur la diffusion de certaines images à travers les médias susceptibles de développer la violence chez l'enfant. Et puis les drépanocytaires, pas vernis en cette période de froid. Les crises sont fréquentes. Nous sommes allés voir un jeune homme qui supporte tant bien que mal une maladie qui s'est tardivement manifestée chez lui. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Merci de vous informer sur la télévision Futur Média. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye contre le référendum du 20 mars prochain. Selon lui, rien ne peut justifier une nouvelle modification de la Constitution. À défaut d'une annulation, Abdoul Mbaye vote non car les réformes avec le maintien du septennat pour ce premier mandat a perdu tout son sens. L'ancien Premier ministre s'interroge sur l'opportunité de tenir ce référendum qui va générer beaucoup de dépenses alors que l'Assemblée nationale est une possibilité. Entre les lignes d'un communiqué, Abdoul Mbaye retrace 4 ans de déception. Aston Bentoub. De la promesse inédite de 2012 à la décision de 2016, Abdoul Mbaye refait le film de la réduction du mandat du président. D'abord, fierté pour le chef de l'État, ensuite engagement à ses côtés et aujourd'hui, regret et questionnement. Pourquoi avoir attendu 4 années pour tenter de tenir laborieusement une promesse électorale devenue engagement présidentiel? Pourquoi avoir attendu 4 années pour informer le peuple sénégalais que l'engagement présidentiel, maintes fois réaffirmé, est soumis à l'autorisation préalable du Conseil constitutionnel? Pourquoi n'avoir pas dit plutôt que dans cette affaire, le président est simplement initiateur et que le Conseil constitutionnel est le vrai décideur? Une multitude de questions et une position. Abdoul Mbaye vote non. Non, parce que le cœur de la réforme constitutionnelle envisagée est presque vidé de son sens, vidé du symbole d'un président de la République immunisé contre la drogue du pouvoir. Non, pour crier haut et fort notre exigence de sérieux et de rigueur. Et parlant de rigueur, pour Abdoul Mbaye, un référendum ne peut pas se préparer en 1 mois. Pourquoi se précipiter alors, demande l'ancien Premier ministre. Et pourquoi un référendum si toutes les autres réformes, dont l'importance de certaines ne fait point de doute, peuvent être soumises dans la sérénité aux députés, représentants du peuple, et ce sont des milliards d'économies. Une autre raison pour Abdoul Mbaye qui justifie l'annulation du référendum du 20 mars 2016, la période de révision ordinaire des listes électorales. Un référendum sans que la campagne de révision ordinaire ne soit terminée, sans que les cartes d'électeurs ne puissent être distribuées dans les délais légaux, il y a raison de s'arrêter. S'arrêter pour l'ancien Premier ministre et réfléchir. Réfléchir pour une révision sérieuse de la Constitution afin de réparer définitivement certaines insuffisances de notre loi fondamentale. À ce moment, la réponse des apéristes ne s'est pas fait attendre. Le porte-parole adjoint de l'APR soutient qu'Abdoul Mbaye a le droit de voter non, mais la bonne démarche aurait été d'aller voir le président pour lui faire part de ses réflexions. Selon Abdoul Mbaye, l'important est d'expliquer le bien fondé du référendum et non pas de faire croire aux Sénégalais que les réformes sont dangereuses. Écoutons le porte-parole de l'APR. Ses propos sont recueillis par Charanta Diop et Seyla Tir. Le Premier ministre Abdoul Mbaye a le droit de dire qu'il va voter non au référendum parce que c'est un Sénégalais qui a le droit de se prononcer sur les questions intérieures de son pays. Et je pense, en tant qu'ancien Premier ministre du président Macky Sall, il devrait pouvoir aller voir le président Macky Sall parce qu'il l'a reçu récemment pour lui dire exactement ce qu'il pense de cette question. J'ai aussi lu dans son argumentaire que la charte fondamentale d'un pays
est sacré et que ça devrait faire l'objet d'un large consensus avant qu'on puisse proposer aux Sénégalais un référendum. Je dis que ça a été discuté avec les politiques, les organisations de la société civile, mais aussi des citoyens tout court. Parce qu'il faut voir que le projet de révision de la Constitution proposé par le président de la République, c'est la synthèse de son programme Yoonu Yokkute, de la charte des assises nationales, mais aussi de la Commission nationale de réforme des institutions qui avait été dirigée par le professeur Amadou Mahtar Mbow. Concertation ne peut être plus large que ça. Maintenant, le président de la République, c'est lui qui a la charge de proposer aux Sénégalais un projet de réforme ou bien de révision de la Constitution. Et puis le grand parti de Malick Gakou, Léa, va œuvrer pour un triomphe massif du non au référendum. Face à la presse, cet après-midi, Malick Gakou a rejeté en bloc le projet de réforme constitutionnelle du président Macky Sall. Il appelle à l'unité de la majorité pour la victoire du non. Même Biram Diouf et Mardia. La décision de Malick Gakou de voter non au référendum s'inscrit dans une dynamique voulue par le président du grand parti de ne pas donner le feu vert à Macky Sall, dont le projet de réforme constitutionnelle, dit-il, est à porte-à-faux avec la charte des assises nationales. Considérant ces actes et manquements très graves ainsi que le wax-waxet, considérant l'absence de concertation pourtant si nécessaire, au profond changement devant être introduit dans notre charte fondamentale dans la mouvance des assises nationales. Considérant les motivations purement politiciennes qui sous-tendent ce projet de réforme et qui peuvent constituer une menace durable et sérieuse pour les générations futures, le grand parti appelle à voter non au référendum. Une république des valeurs pour une nation en harmonie, c'est ce que prône Malick Gakou. Ainsi, il a appelé à l'unité de la majorité contre le référendum pour une victoire écrasante au soir du 20 mars. Le grand parti invite les formations politiques, les organisations de la société civile et toutes les forces qui partagent notre vision à se mobiliser pour battre campagne pour une large victoire du non. À cet égard, le grand parti prendra toutes les formes d'initiative nécessaires à l'édification harmonieuse d'un plan d'action unitaire de la majorité du peuple sénégalais autour du non pour le salut et la défense de la patrie et de la République. Le grand parti, une composante du front de l'opposition mis sur pied pour contrecarrer la réforme de Macky Sall, Malick Gakou porte ainsi à l'attention de l'opinion sa voix, une position qui va peser sur la balance ce jeudi lors de leur second round de discussion qu'avait annoncé lundi Mamadou Diop Decroix. Rewmi va également voter non au référendum du 20 mars prochain. 557 fédérations du parti ont harmonisé leur position dans ce sens. Selon les militants du parti, le chef de l'État a montré ses limites. Idrissa Seck et compagnie ont tenu leur réunion périodique du bureau politique ce mercredi. Les détails avec Adi Atala et Tierno Laurent Menti. Sans surprise, le parti Rewmi a décidé de voter non au référendum du 20 mars prochain. Une décision prise par les fédérations nationales et celles de la diaspora. Face au reniement, face au déshonneur qu'il s'est imprimé en revenant sur sa parole et en ne respectant pas son engagement plusieurs fois réitéré comme candidat et comme président de la République, le président Macky Sall met chaque citoyen face à une responsabilité historique. Voter non à son référendum est le choix du parti Rewmi et c'est le choix qu'il entend promouvoir dans tous les cercles de concertation. Voter non au référendum, selon le leader du parti Rewmi, participe à la restauration de l'éthique et des valeurs. Voter non signifie recouvrer la souveraineté du peuple et indiquer au Sénégal, à l'Afrique et au monde que dans la démocratie sénégalaise, le peuple reste en dernier ressort le seul maître du jeu, le seul maître à bord.
À la question de savoir si Idrissa Seck a bénéficié des financements étrangers, des accusations portées par le ministre des Affaires étrangères à l'égard de certains leaders de l'opposition, la réponse tombe sèche. Non. De la même manière que je vote non, je fais partie non de ce lot. Le parti Réumi, au cours de sa réunion, a également dressé un tableau sombre de la situation économique. Les membres promettent de mener une vaste campagne de sensibilisation pour la victoire du non au référendum. Nous restons avec le patron de Réumi à propos de l'arrestation du secrétaire permanent de son parti pour trafic de drogue. Idrissa Seck dit n'être mêlé ni de près ni de loin. Une affaire qu'Idrissa Seck qualifie d'erreur humaine. Le leader de Réumi dit soutenir son frère de parti. Écoutons-le. Nous n'avons aucune information autre que la version qu'il a servie, c'est-à-dire qu'il voulait rendre service à son grand frère qui est aux États-Unis. C'est la seule version que nous ayons. Mais qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Le parti Réumi ne saurait en aucune façon cautionner une activité relative à la drogue. C'est évident, c'est un fléau national et mondial que nous condamnons de toutes nos forces. Mais jusqu'à preuve du contraire, le frère Samba Thioub nous a servi des assurances qu'il n'est ni de près ni de loin lié à cette affaire. Nous allons à présent parler de toute autre chose avec Amnesty International qui est préoccupé par les atteintes répétitives aux droits de l'homme et l'impunité grandissante. Usage excessif de la force, impunité, non-respect de la liberté de la presse, attaque contre le système des droits humains. Amnesty International demande également au chef de l'État de respecter ses engagements. L'organisation faisait face à la presse afin de dévoiler son bilan annuel de 2015. Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Le Sénégal, parmi les 160 pays concernés par le rapport annuel d'Amnesty International. De 2014 à 2015, l'organisme ne voit aucun changement, sinon une situation critique des droits humains. Les autorités sénégalaises ont continué d'interdire de façon quasi systématique des manifestations organisées par des partis politiques et des défenseurs des droits humains et de poursuivre en justice des manifestants pacifiques. Ces interdictions ne concernent pas seulement les manifestations organisées à Dakar et dans les grandes villes du pays, elles frappent également les communautés dans les villages et hameaux du pays. La torture et le mauvais traitement des décès en détention. Au cours de l'année 2015, au moins 2 personnes sont décédées en détention dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. La liberté de la presse et le délit d'offense au chef de l'État, passé en revue, Seydi Gassama veut des engagements forts. En quoi le fait d'écrire que le Sénégal va déployer telle ou telle unité au Yémen peut troubler l'ordre public au Sénégal? Je ne vois pas quelle est la différence entre ces opérations et celles du Yémen pour qu'on arrête des journalistes et qu'on décide de les poursuivre parce qu'on estime que le fait qu'ils disent qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont au Yémen peut causer des troubles à l'ordre public. La situation en Gambie, au Burundi, au Moyen-Orient inquiète aussi Amnesty International. Non seulement continue à terroriser les populations civiles dans les périphéries négligées dans la sous-région, mais qu'ils ont étendu leurs activités en menaçant les hôtels et restaurants au cœur de nos grandes villes. Dans ce rapport, les défenseurs des droits de l'homme ont souligné un seul point positif, la tenue du procès d'Hissène Habré. Je vous l'annonçais en titre, mouvement d'humeur des travailleurs du Théâtre National. Daniel Sorano, il dénonce le non-versement de leurs cotisations à l'IPRES. Ils seraient nombreux à ne pouvoir bénéficier des pensions de retraite. Inquiets, ils interpellent l'État du Sénégal. Compte rendu de cette Assemblée générale avec Fatima Taba et Mohamed Dian. Après près de 40 ans de service, des travailleurs du Théâtre National Daniel Sorano ne peuvent pas recevoir de pension. Leurs cotisations n'ont pas été reversées à l'IPRES, un véritable problème selon eux. Depuis 1974, la nekk fi. Je travaille dans cette compagnie depuis 1974. Je ne suis pas concernée par ces versements, mais mes collègues, oui. Il y en a qui travaillent depuis belle lurette, mais l'IPRES ne leur verse aucune cotisation. Cela n'est pas normal. L'État doit réagir. Nous, notre problème, c'est l'IPRES. L'IPRES qui dure de 86 jusqu'à nos jours et qui n'a pas été réglé.
Et nous, ce que nous voyons, c'est nous savons très bien que la direction n'est pas en mesure de les régler. Et il ne peut pas les régler. Parce que les sommes sont tellement colossales, c'est entre 150 et 200 millions. Ça, c'est les sommes que le théâtre doit aux agents. Mais en plus des pénalités que l'IPRES va faire sur Sorano, c'est autre chose. Il y a des personnes qui sont déjà parties à la retraite et qui ne sont pas encore bénéficiées de leur pension retraite. Ça, c'est des problèmes. En Assemblée générale, ce mercredi, le syndicat tire son bilan après 3 ans d'existence. Sur les 24 points de la plateforme des travailleurs, les 12 ont trouvé satisfaction, mais il reste encore beaucoup à faire. On a commencé à libeller les points qui sont sur la plateforme revendicative. Bon, certes, il y a des choses que la direction va commencer, mais il y a d'autres qui sont laissées et ce qui reste, c'est beaucoup. Des avancées significatives sont notées, mais il reste beaucoup à faire. Nous souhaitons la revalorisation de nos salaires. Pourquoi pas recevoir le 13e mois comme tous les travailleurs de l'administration. Le bureau sera renouvelé très bientôt. La plupart des travailleurs souhaitent un changement pour durcir le combat et obtenir des résultats satisfaisants. Et puis on parle du statut des artistes au Sénégal. L'IFAN organise des séries de conférences de presse. L'Association des diffuseurs artistiques et festivals du Sénégal veut plus de clarté dans la gestion des fonds destinés aux artistes et une meilleure implication de ces derniers dans l'élaboration de la mise en œuvre des politiques culturelles. Plus de détails avec Modou Diop et Fatou Kinedem. Former, impliquer les acteurs dans l'élaboration des politiques culturelles, les bénéficiaires ne veulent plus être des faire-valoir. Quand une politique est élaborée et qu'on est concerné, je pense que la moindre des choses, c'est d'être impliqué. Quand on est impliqué dans l'élaboration et qu'on n'est pas impliqué dans la mise en œuvre, ou bien qu'on n'est pas informé de comment est-ce que tout ça s'est dépensé, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pourquoi je dis, c'est bien, on est dans des démarches qui impliquent de plus en plus, mais il ne faudrait pas que nous soyons des faire-valoir. La gestion des projets au niveau du ministère de la Culture laisse à désirer selon les acteurs. Ça se fait de façon très individuelle. J'ai donné l'exemple du fonds d'aide, par exemple. On dit qu'il y a un fonds d'aide qui est au ministère de la Culture. C'est très bien, même si c'est insuffisant, nous le savons tous. Ce qui serait encore mieux, c'est que nous sachions combien fait cette enveloppe-là, comment est-ce qu'il est géré, comment on peut prétendre à ce fonds-là, etc. Que les critères soient définis. Et je pense que rien ne s'y oppose aujourd'hui. La société de gestion collective est dans cette dynamique de clarté. Il suffit par ailleurs d'être en phase avec les directives de l'UEMOA sur les programmes pluriannuels à partir de 2017. Les États membres sont concernés. Mais ce programme-là, l'UEMOA dit qu'il faut qu'il soit élaboré avec les bénéficiaires. Ça, c'est important. Le Sénégal a commencé à le faire. Mais pour nous, ça ne suffit pas. Il faut que non seulement élaborer pluriannuel, il faut que nous soyons impliqués, mais il faut que les choses que nous émettons, les idées, les avis que nous émettons, doivent être prises en compte parce que c'est de notre activité qu'il s'agit. Outre la mise en place de la SODAV, la lettre de politique sectorielle et le fonds pour le cinéma font partie des acquis. Mais le défi reste l'implication des acteurs dans les politiques culturelles. Nous allons à Ngaïmekhe à présent. Les élèves du lycée Mourad Ndao et les collèges d'enseignement moyen dans la rue. Depuis l'ouverture des classes, certains élèves n'ont toujours pas vu leur professeur de mathématiques. Un problème que le proviseur du lycée promet de régler. Sa réaction dans ce reportage de Charanta Diop et Seyla Tire. Les élèves du lycée Cheikh Mourad Ndao de Ngaïmekhe et leurs camarades des collèges d'enseignement moyen ont arpenté la route nationale numéro 1 pour exprimer leur colère. Ils manifestent contre le manque de professeurs. Pas un seul cours de mathématiques depuis l'ouverture des classes. Il y a de cela 4 mois, nos camarades et nos petits frères n'ont pas fait des cours de mathématiques. Et notre établissement souffre d'un problème de salle de classe. Nous n'avons pas de terrain multifonctionnel. Nous n'avons pas de laboratoire scientifique. Nous avons un déficit d'œuvres littéraires. Nous avons des problèmes d'électricité. Notre salle informatique est mal équipée. Aujourd'hui également, avec l'arrivée de l'entreprise ECO, notre établissement ne cesse d'être pollué par le bruit.
nous sommes aujourd'hui victimes d'une pollution de la part de l'entreprise GCO. Aujourd'hui également, notre établissement souffre d'un problème de table-banc. Selon Moustapha Fall, le proviseur du lycée, des démarches ont été effectuées auprès des autorités académiques pour résoudre le problème. Bon, parce qu'au départ, vous savez qu'il y avait un problème lié au redéploiement. Et il y a eu des recours qui ont été introduits. Et c'est hier seulement donc que la décision est tombée. C'est-à-dire que les recours ont été réglés et que les professeurs donc sont affectés. Il y a un qui doit venir de Pékès et un autre qui doit venir du lycée de Kell. Des promesses qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, mais les élèves attendent d'y voir plus clair pour recevoir les premiers cours de mathématiques. Et puis direction le village religieux de Bagadadji dans la région de Sédhiou. Sur place, les conditions de vie sont difficiles. Les populations n'ont pas accès aux soins, à l'eau potable et à l'électricité. Toutes ces doléances ont été égrenées à l'occasion de la 77e édition de la Ziara annuelle de Foudé Kadiali Seydi. Plus de détails avec Bakary Kanté. Situé dans la commune de Diaroumé, le village religieux de Bagadadji est créé vers les années 1800. Il manque de tout, route impraticable, pas de poste de santé. Avant l'eau, la route qui quitte du goudron au village, c'est une route de 4 km. Une piste, ce n'est même pas une route plus sérieuse. Même à vélo, vous avez des problèmes d'accès. A fortiori maintenant, avec la porte. À ce titre, nous demandons véritablement que l'attention soit prêtée à cette route-là. Parce que c'est à partir de cette route-là que pourront se faire toutes les évacuations, n'est-ce pas, sanitaires et autres. Et justement en matière de santé, là aussi, il faut dire que nous sommes vierges. Il n'y a rien, absolument rien. Sinon, une case de santé. Absence totale d'eau potable, l'eau des puits est salée. Les populations réclament un forage et de l'électricité. Et l'eau, voilà, l'eau, nous buvons de l'eau salée. Parce que nous buvons d'abord à partir des puits, ce qui est déjà un problème d'hygiène. Et le village juxte un fleuve salé, tous les fleuves sont salés ici, n'est-ce pas, qui infiltre les nappes de puits. Si bien que pour trouver de l'eau plus ou moins acceptable, il faut remonter au haut du village, avec des puits qui sont profonds parfois de 30 mètres. Là, véritablement, nous sommes au XXIe siècle. Je crois que ce ne serait pas un cadeau miraculeux que de nous doter d'un forage. C'est un droit. C'est un droit autant que l'électricité, excusez-moi. Pour parler de l'électricité, là ça me fait rire parce que vous entrez dans le village, vous voyez des poteaux, vous voyez des fils étendus. Ah, vous dites que le village là est éclairé, mais attendez la nuit, vous ne verrez rien, sinon des bougies qui brûlent. Les populations de cette partie du département de Bounkiling réclament aussi la mise en place d'un barrage anti-sel pour lutter contre l'avancée du sel dans les rizières de Bagadadji. Et puis retour à Dakar avec l'ouverture ce mercredi d'un atelier sur l'éthique journalistique et le droit des enfants. L'un des participants à cet atelier, le pédopsychiatre Lamine Fall, sonne l'alerte. Selon lui, la diffusion de certaines images à travers les médias peut développer la violence chez l'enfant, d'où la nécessité de filtrer. Aminata Mbaresso, Diafaraba. C'est un constat qui est fait. Dans les médias sénégalais, le droit des enfants est de moins en moins pris en compte. Un état de fait qui inquiète. Mieux outiller les journalistes pour un traitement de l'information en phase avec les préoccupations des enfants. Défi à relever. La plupart des médias, c'est des médias privés. Et ces médias privés sont beaucoup plus... ils ont des contraintes financières, des contraintes de compétition. Entre images choquantes, émissions inappropriées à l'éducation des jeunes, les formes d'agression du droit des enfants sont multiples. Les enfants ont une tendance à moins regarder la télévision que leurs parents et à utiliser davantage les nouveaux médias. Et par les nouveaux médias, quelquefois, ils reçoivent des émotions, des choses qui sont quelquefois très violentes et qui ne sont pas en état de supporter. N'oublions pas les jeux vidéo qui sont aussi quelquefois d'une violence extrême. Donc, ce qui les agresse particulièrement, c'est par exemple les images sexuelles explicites. Des images diffusées à longueur de journée sans grande attention, les conséquences peuvent être néfastes sur la psychologie des enfants. Les impacts sont sur le comportement, sur même le développement de la personnalité. Comme je disais tout à l'heure, l'exposition en termes de temps
influence déjà le développement psychomoteur des enfants. On a beaucoup d'enfants au Sénégal, une grande majorité d'ailleurs, il n'y a pas comme d'études précises, mais comme je vous dis, qui ont des retards de langage, qui ont des retards de la marche, des retards, disons, à l'écriture, des retards scolaires, parce que simplement, ils passent trop de temps devant l'écran. Le Sénégal tarde à mettre en place une charte de protection des enfants dans les médias et pourtant, dans plusieurs pays voisins, cette charte existe. Le CNRA, organe de régulation, est interpellé. On continue à parler du petit écran et de son impact sur les enfants. Au Sénégal, on reproche souvent aux chaînes de télévision de diffuser des images choquantes accompagnées de commentaires inappropriés. Les parents estiment que les télévisions diffusent des émissions sans avertir de leur caractère sensible pour les enfants. Des responsables de programmes soutiennent que ce n'est pas à la télévision d'assurer l'éducation des enfants. Sujet signé d'Issa Prera et Youssou Baro. Khoudjambaye est une mère de famille, mais pour la jeune dame, les enfants et la télévision, c'est une histoire d'heures, des moments précis de la journée. Mes enfants ne regardent la télé qu'entre 17h et 19h, juste pour les dessins animés, et puis c'est fini. La télévision pervertit-elle les tout-petits? Les programmes télé protègent-ils suffisamment les enfants? Autant de questions dont les responsables de programmes répondent par la négative. Ndeye Astougay, journaliste et directrice des programmes d'une télé de la place, estime que ce n'est pas à la télé de faire l'éducation des enfants. Cette charge revient, dit-elle, aux parents. On est des télévisions en général thématiques généralistes. On est des télévisions généralistes où on a des cibles différentes. On parle aux jeunes, aux vieux, aux femmes et aux hommes. Émission pour mag, émission pour xalé. li ci war moo di émission yi ñuy def pour xale yi ñu considérer que ñooy émission wu xale yi mu doon émission yoo xam ni daf leen di éduquer. Alors à la maison, je trouve que c'est anormal de laisser son enfant devant la télévision au-delà de 21h déjà. On ne peut pas éduquer son enfant à la télévision. Au-delà des programmes, le traitement de l'information concernant les enfants est aussi source de beaucoup de polémiques. Mais pour la journaliste, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ne relève aucun problème dans le traitement de l'information destinée aux enfants dans les éditions, dans les radios ou télévisions. Je crois que nos confrères ils font correctement leur travail. Quelquefois, dans peut-être la diffusion de certaines images assez choquantes avec... Télévision et parents se renvoient la balle sur cette question. Les parents décrient l'absence de programmes éducatifs dans les télévisions. Les télévisions, elles, reconnaissent quelques-unes de leurs insuffisances et appellent les parents à plus de responsabilités. Et vous l'avez sans doute remarqué, les températures ont bien baissé ces derniers jours à Dakar. Et justement, la baisse des températures, un facteur qui favorise les crises drépanocytaires. Pour rappel, chère Tidiane, la drépanocytose est une maladie génétique chronique et au traitement coûteux. Et ATFM est allé à la rencontre d'un jeune homme qui a vécu 30 ans avec la maladie sans le savoir. Nous l'avons trouvé en plein traitement au centre de transfusion sanguine. Reportage signé Fatou Kinedem et Diafaraba. Pendant 30 ans, Amadou Aboubaroua a vécu avec la drépanocytose. Pourtant, il s'en est jamais rendu compte. C'est à l'âge de 32 ans que j'ai découvert cette maladie et c'est grâce à une tante qui vit en France. Il avait dit un jour à mes parents qu'il est possible que je sois drépanocytaire. Le diagnostic tarde à être posé. La douleur l'assaille, elle est morale. Et les psychologiques. J'avais de douleurs intenses. On m'emmenait souvent chez le charlatan où on ignorait vraiment que c'était la drépanocytose. Conséquence, l'école abandonnée, sa maladie freine toutes ses activités. J'avais des crises en pleine année scolaire. J'ai resté du coup 3 voire 4 mois sans aller à l'école. Et par la suite, j'ai fait pas mal de métiers, mais sans suite. À ses côtés, une mère attentionnée mais désespérée face à une maladie chronique et coûteuse à la fois.
La drépanocytose est une maladie douloureuse. Je ne dors pas la nuit quand il fait ses crises. Constamment, j'ai des maux de tête. Je sollicite de l'aide auprès des autorités. Les drépanocytaires doivent bénéficier d'une meilleure prise en charge. Un quotidien sombre, seule lumière, sa famille avec 2 rayons de soleil. J'amènerai mon enfant dans cette clinique pour qu'il fasse un test. Je ne souhaite pas qu'il vive le même mal. Et puis les patients adultes traînent souvent les pieds pour honorer leur rendez-vous à la clinique hématologie du centre de transfusion sanguine. C'est le constat du docteur Moussa Seck qui invite l'État à mieux faire des efforts dans la subvention. Il est interrogé par Fatou Kinedem. Chez les patients adultes, on voit que c'est des patients qui ne respectent plus le rendez-vous. Parce que tout simplement, durant cette période, les crises sont de plus en plus espacées et à tel point que parfois ils pensent même que la maladie est partie. Et ce qui fait que le plus souvent, on les reçoit dans des situations dramatiques, de crises vaso-occlusives ou bien donc de crises d'anémie aiguë sévère. La plupart des patients n'ont pas les moyens. Et s'il faut payer les consultations, payer les examens, il y a les hospitalisations continues qui peuvent aller de 2 semaines jusqu'à 1 mois parfois. Il y a les interventions chirurgicales aussi qu'il faut faire parce qu'en fait il y a des complications abdominales, les lithiases. Il y a des complications orthopédiques donc qui vont coûter des millions. Donc je pense très bien qu'il y a lieu donc vraiment qu'il y ait une subvention qui vienne de l'État. Et puis cette information de dernière minute, vaste mouvement dans l'administration territoriale, enjeu de chaises musicales dans les préfectures. Baye Oumigueye n'est plus le préfet de Dakar, il est affecté à Rufisque, remplacé par Serigne Babacar Kane, jusqu'ici préfet du département de Kaolack. Décision du Conseil des ministres, nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions, Léa. L'actualité internationale nous mène au Burundi, au Niger et au Tchad, mais tout d'abord, les dernières nouvelles de Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé. Il a finalement acquis la nationalité ivoirienne par décret présidentiel. L'actualité hors de chez nous, c'est avec Daniel Diouf. La rumeur courait en Côte d'Ivoire depuis des semaines. Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso, en exil chez le voisin ivoirien, devenu citoyen ivoirien. Quelques lignes issues du journal officiel du pays, rapportées par des médias mardi, l'ont rendu officiel. Ce décret, publié discrètement dans le journal officiel le 18 janvier 2016 et signé par le président Alassane Ouattara, est daté du 17 novembre 2014. L'ancien président burkinabé, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour son implication présumée dans la mort de Thomas Sankara, devrait ainsi échapper à une éventuelle extradition vers son pays, tout comme son frère d'ailleurs, François Compaoré, qui a également acquis la nationalité ivoirienne. Au Tchad, plusieurs associations de la société civile et les syndicats ont appelé à un mot d'ordre de ville morte ce mercredi entre 7h et 13h30 sur tout le territoire. Un appel pour demander au chef de l'État, Idriss Déby, de ne pas se présenter pour un 5e mandat à la présidentielle du 10 avril prochain. C'est la coalition dénommée Ça Suffit, qui regroupe des syndicats et organisations des droits humains, qui a appelé à observer le mot d'ordre. Les résultats partiels des élections présidentielles et législatives au Niger ont été communiqués. Selon la Commission électorale nationale indépendante, le président sortant, Mahamadou Issoufou, est arrivé en tête de la présidentielle avec 40,18%. Il devance Ama Amadou, l'opposant actuellement en prison, qui obtient 29,17%. Les partis de l'opposition réunis au sein de la coalition pour l'alternance 2016, dénommée COPA 2016, accusent la Commission électorale nationale indépendante de proclamer des résultats en désaccord total avec les données réelles collectées par les représentants des partis membres de cette COPA 2016. Enfin, le Burundi, où le président Pierre Nkurunziza s'est engagé à ouvrir un dialogue inclusif avec l'opposition. Les responsables politiques de l'opposition et du parti au pouvoir se sont accordés à instaurer le dialogue politique. Le président Nkurunziza l'a confirmé à l'issue d'un entretien avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, arrivé lundi à Bujumbura pour tenter de trouver une issue à la crise.
Ban Ki-moon a réussi à réunir à la même table des responsables des partis politiques de l'opposition et du pouvoir. Sont concernés par ce dialogue tous les Burundais, à l'exception de ceux qui sont engagés dans des actes de déstabilisation, précise le chef de l'État. On passe à l'actualité sportive avec cette triste nouvelle et le décès de Marianne Ndiaye, membre de l'équipe nationale de karaté. Âgée de 30 ans, elle est décédée des suites d'une longue maladie. Lionne de karaté depuis 10 ans, Marianne Ndiaye avait remporté la médaille d'argent dans la catégorie des 53 kilos aux derniers Jeux africains de Brazzaville. C'était en 2015, chère Tidiane. Triste nouvelle. Et puis à 2 jours de l'élection présidentielle de la FIFA à Zurich, en Suisse, les suspensions de Sepp Blatter et Michel Platini ont été réduites de 8 à 6 ans en appel par la commission des recours de l'instance. Ce mercredi, toujours concernant la FIFA, le tribunal arbitral du sport a rejeté la demande du prince Ali visant à installer des isoloirs pour plus de transparence de l'élection qui va donc se dérouler vendredi prochain. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Merci Léa. Merci à toi, cher Tidiane. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h pour le tout en images, mais en attendant, on vous laisse avec Chérif pour la suite de la permanence. Chérif, bonsoir. Bonsoir, cher, et merci beaucoup. Et attention au danger à côté de toi. Ah bon? Ah bah oui, le rouge danger, c'est pas moi qui le dis. Hein. Merci beaucoup dans les codes d'alerte. Le rouge est le niveau maximal. Merci beaucoup Léa Souké Nedia et cher Tidiane Diao. Dans un instant, l'invité du 20h avec Mamoudou Barakan.